2 chiffres suffisent, et l'équilibre vacille déjà. 5 milliards circulent en silence, tandis qu'une vigilance patiente recompose la lecture des flux. Un écart de 17% suffit à transformer une anomalie en schéma, à relier déplacements civils et militaires, à croiser numéros étrangers et transferts évoqués, à faire parler des documents saisis et à suggérer qu'une pression extérieure méthodique cherche moins le choc que l'usure, faille après faille, interface après interface, jusqu'à tester la cohérence même des mécanismes de protection. Que signifie, pour vous, la résistance d'Ibrahim Traoré face à cette mécanique? Un seuil critique se rapproche. Entrer dans cette affaire par le risque permet d'éviter une lecture spectaculaire, mais trompeuse. L'avantage est simple: comprendre comment un État fragilisé maintient une cohérence stratégique durable. L'enjeu central n'est pas l'événement visible, mais la capacité d'un système institutionnel à absorber des pressions extérieures, organisées sans rompre ses mécanismes internes. Ici, chaque micro-écart compte. Une variation chiffrée, un comportement atypique, une interface mal protégée peuvent devenir des points d'entrée cumulables. L'analyse proposée s'appuie uniquement sur les éléments disponibles et refuse toute extrapolation politique. Elle observe des chaînes fonctionnelles, comment les signaux faibles sont détectés, comment ils sont centralisés, comment ils modifient la posture des équipes, puis comment ces ajustements redessinent le cadre opérationnel. Ce parcours en 14 segments suit une logique progressive. Du détail négligé à la structure révélée, de l'observation prudente à la décision mesurée. Un micro-détail, souvent ignoré, servira de fil rouge. La logique d'accumulation des pressions. C'est elle qui explique pourquoi un incident apparemment mineur peut reconfigurer l'équilibre interne. Un détail retient l'attention. Un chiffre ne déclenche rien seul, mais plusieurs chiffres alignés changent tout. Un chiffre fait basculer l'analyse. 17% d'écart dans les flux internes détectés sur une période courte. Ce delta transforme une anomalie ponctuelle en hypothèse de schéma récurrent, car il apparaît au moment précis où plusieurs signaux faibles, jusque-là dispersés, deviennent comparables et donc interprétables. À partir de là, l'enquête change de nature. Elle ne cherche plus à confirmer un incident isolé, mais à comprendre une logique d'accumulation. Les équipes Conspiracy commencent donc par replacer l'écart dans une chronologie plus longue. Fluctuations habituelles, pics saisonniers, marge technique. Le chiffre résiste à ces filtres. Il persiste, il revient, et surtout, il coïncide avec des comportements inhabituels observés sur le terrain. Déplacements répétés entre sites civils et militaires, contacts discrets, échanges qui, pris séparément, ne déclenchent aucune alerte formelle. Le basculement se joue dans ce glissement. Ce n'est pas l'écart seul qui alarme, mais sa synchronisation avec d'autres microsignaux. Une fois assemblés, ces éléments dessinent une architecture de pression méthodique. Les documents saisis mentionnent des transferts évoqués sans précision opérationnelle, mais suffisamment cohérents pour être rapprochés de numéros étrangers repérés. L'analyse reste prudente. Elle décrit des corrélations, pas des intentions. Dans ce cadre, la tentative de corruption visant le cercle opérationnel d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans une lecture élargie. Elle n'est plus un acte isolé, mais une tentative d'exploitation d'un environnement fragilisé, où chaque faille institutionnelle potentielle devient une opportunité. La résistance observée n'est pas spectaculaire, elle est procédurale. Elle repose sur la capacité à centraliser l'information, à éviter les interprétations divergentes et à maintenir une lecture stable malgré l'accumulation de signaux. Le contexte général éclaire pourquoi la vigilance institutionnelle devient le seul rempart immédiat. Les pressions extérieures décrites ne cherchent pas la rupture brutale. Elles testent les seuils, déplacent les lignes, observent les réactions. Dans ce jeu d'endurance, un chiffre peut sembler modeste.
Pourtant, lorsqu'il s'inscrit dans une série cohérente, il suffit à changer la posture analytique et à ouvrir une séquence décisionnelle nouvelle. Le rôle du petit groupe d'officiers chargés de l'observation devient le point d'entrée humain du récit. Leur mission n'est pas d'interpréter, encore moins de conclure, mais d'enregistrer méthodiquement des faits. Déplacements répétés entre sites civils et militaires, contacts discrets, variations d'horaires, écarts mineurs dans des routines attendues. Chaque élément, pris isolément, reste banal. Ensemble, ils composent une trajectoire atypique qui mérite d'être suivie sans bruit. Cette posture explique les premiers impacts mesurables. Les procédures internes se resserrent, la consignation devient plus fine. Les échanges entre unités gagnent en régularité pour éviter les lectures contradictoires. Rien n'est visible de l'extérieur, mais l'environnement opérationnel se modifie. La surveillance ne vise pas l'interception rapide. Elle cherche à élargir le champ d'analyse afin de comprendre si l'anomalie observée relève d'un hasard ou d'une structure. Le personnage guide n'est donc pas un individu héroïque, mais une fonction. Elle incarne une manière d'agir face à l'incertitude. Observer longtemps, comparer, puis seulement transmettre des points de décision à la hiérarchie. Cette logique éclaire pourquoi la séquence progresse, sans rupture. Les officiers testent la cohérence des comportements, croisent que les données avec les documents saisis et vérifient donc si les micro-écarts se répondent dans le temps. C'est dans cette continuité que la présence d'Ibrahim Traoré apparaît en arrière-plan, non comme moteur direct, mais comme repère stratégique. Les impacts précoces se lisent alors clairement. La vigilance institutionnelle transforme un soupçon diffus en un cadre de travail structuré, capable d'absorber la pression sans désorganiser l'ensemble. Ce que cela signifie, au fond, c'est que la stabilité se construit avant l'événement visible. L'activation du dispositif ne commence pas par une alerte spectaculaire, mais par une décision discrète. Ne rien brusquer. Les équipes maintiennent l'observation du visiteur étranger, tout en ajustant leurs protocoles internes. Les déplacements entre sites civils et militaires sont consignés avec davantage de précision. Les contacts sont cartographiés. Les horaires sont comparés. Cette phase lente permet de transformer des faits isolés en une séquence lisible. L'objectif n'est pas l'interception, mais la compréhension progressive d'une logique d'approche, faite de propositions indirectes et de signaux ambigus. À mesure que l'observation se prolonge, un basculement s'opère. Les données de terrain sont croisées avec les éléments issus des documents saisis. Des correspondances apparaissent entre certains mouvements observés et des transferts évoqués sans détail opérationnel. Les équipes testent alors une hypothèse minimale, simuler un intérêt prudent pour les propositions du suspect. Cette posture contrôlée permet d'élargir la collecte d'indices sans provoquer de réaction défensive. Les échanges restent mesurés. Les réponses sont différées. Chaque interaction vise à vérifier la cohérence interne du discours et l'existence éventuelle de relais extérieurs. Le climax de la séquence n'est pas un affrontement, mais une rencontre préparée. La date du 8 novembre devient un point de convergence, non parce qu'elle promet une révélation immédiate, mais parce qu'elle permet de réunir suffisamment d'éléments matériels pour autoriser une interpellation sans confrontation. Le jour venu, l'opération se déroule selon des procédures standards. Aucune fuite, aucune résistance. Le matériel est saisi, valise, enregistrement, liste de contacts. Ce moment marque la fin de l'observation passive et l'entrée dans une phase d'exploitation systématique. Les répliques commencent aussitôt. L'attention se déplace du comportement individuel vers les supports collectés. Les correspondances sont analysées. Les flux sont comparés. Des numéros liés à plusieurs pays voisins et à certaines structures européennes apparaissent dans les recoupements. Rien ne prouve une intention unique, mais le périmètre d'analyse s'élargit. L'affaire cesse d'être un incident ponctuel pour devenir un mécanisme à examiner dans la durée. Les équipes ajustent leurs méthodes.
La coordination interservices s'intensifie afin d'éviter les interprétations hâtives. Dans cette dynamique, la figure d'Ibrahim Traoré demeure en arrière-plan, comme un repère constant. Les documents évoquent son environnement opérationnel comme un point de pression potentiel, ce qui éclaire la prudence adoptée à chaque étape. La résistance observée n'est pas celle d'un acte isolé, mais celle d'un système qui refuse la précipitation. La séquence montre comment la vigilance institutionnelle privilégie l'accumulation d'indices à la réaction immédiate, afin de préserver la cohérence globale. Ce déroulé met en évidence une logique simple. Avant et après l'événement, la posture compte autant que l'action. Avant, l'observation patiente permet d'assembler les pièces. Après, l'exploitation méthodique transforme une arrestation discrète en reconfiguration du cadre analytique. La pression extérieure, loin de disparaître, devient plus lisible. Et c'est cette lisibilité, plus que l'acte lui-même, qui constitue le véritable tournant de la séquence. La lecture quantitative commence par une ligne de base, considérée comme stable, puis observe comment chaque écart modifie l'ensemble. Au point de départ, les flux internes sont réguliers, les dépenses sécuritaires contenues et les apports extérieurs conditionnés relativement constants. Puis, un écart est observé. 3 variations mesurables apparaissent simultanément, sans établir de causalité directe, mais suffisamment cohérente pour déplacer l'analyse vers une lecture structurelle. Premier indicateur, une progression de 37% des revenus issus de l'or sur la période observée. Ce saut n'implique pas une décision politique isolée. Il signale une transformation mesurable dans la manière dont certaines ressources économiques sont captées ou redistribuées. L'interprétation prudente consiste à y voir un réajustement mécanique des circuits internes, susceptibles de modifier les équilibres budgétaires et les capacités de financement de certaines fonctions étatiques. Dans un environnement soumis à des pressions extérieures, ce type de variation agit comme un repère. Il montre que des leviers économiques se déplacent au moment même où des tentatives d'ingérence sont évoquées. Deuxième indicateur, une hausse de 28% des dépenses de sécurité sur un an. Ce delta traduit un renforcement opérationnel, qu'il s'agisse de logistique, de formation ou d'équipement. La donnée ne permet pas de conclure sur une intention précise, mais elle éclaire un contexte fonctionnel. Un dispositif sécuritaire plus doté dispose de marges accrues pour prolonger des observations, centraliser des informations et comparer des signaux faibles dans la durée. Cette hausse aide à comprendre pourquoi la surveillance décrite a pu rester discrète et méthodique, sans rupture visible dans les opérations courantes. Troisième indicateur, une baisse de 45% des aides extérieures conditionnées depuis la fin de 2023. Ce recul signale une contraction des ressources dépendantes de mécanismes externes. D'un point de vue analytique, il met en lumière un facteur de vulnérabilité potentielle. Lorsque les soutiens conditionnés diminuent, la capacité d'absorption des pressions repose davantage sur la cohérence interne des institutions. Le delta n'indique pas un effondrement, mais un resserrement qui oblige à hiérarchiser les priorités et à renforcer certains contrôles. Pris isolément, aucun de ces chiffres ne raconte l'affaire. Pris ensemble, ils dessinent un terrain de fond où variations économiques, ajustements sécuritaires et contraintes extérieures interagissent. Les anomalies de flux détectés, les comportements observés et les documents saisis ne surgissent pas dans un vide structurel. Ils s'inscrivent dans un moment où plusieurs paramètres évoluent simultanément, modifiant la sensibilité du système au micro-écart. L'intérêt de cette approche, de la ligne de base à l'écart observé, est de relier un incident localisé à des transformations mesurables plus larges. Elle permet de comprendre pourquoi certaines pressions trouvent un point d'appui, tandis que d'autres échouent à infléchir les mécanismes. Dans cette grille de lecture, la mention d'Ibrahim Traoré apparaît comme un repère fonctionnel. Elle situe la tentative observée dans un environnement où la résilience dépend moins d'un acte ponctuel que de la capacité à lire, comparer
et absorber des variations chiffrées. Au terme de cette section, une conclusion provisoire s'impose. Les chiffres ne prouvent pas une intention, mais ils imposent une vigilance. Ils transforment une suspicion en hypothèse de travail structurée et ouvrent la voie à une confrontation d'interprétation nécessaire pour éviter les lectures univoques. Deux lectures techniques, cohérentes chacune dans sa logique interne, structurent l'interprétation des effets économiques et institutionnels observés. La première privilégie à l'angle de la dépendance structurelle. Selon cette thèse, des systèmes institutionnels soumis à des contraintes logistiques et financières durables restent sensibles aux variations des apports extérieurs. La baisse des aides conditionnées est alors lue comme un facteur de tension indirecte. Elle peut ralentir certains circuits, compliquer l'accès à des équipements spécialisés et accroître la fragilité des chaînes de continuité. Dans cette perspective, les anomalies de flux et les comportements observés s'expliquent par un environnement sous contrainte, où la moindre perturbation amplifie des déséquilibres préexistants. La seconde lecture adopte l'angle de l'autonomie institutionnelle. Elle considère que la réduction des soutiens extérieurs peut coexister avec une réorientation interne des ressources. La progression des revenus issus de l'or et l'augmentation des dépenses de sécurité sont alors interprétés comme des ajustements fonctionnels permettant de compenser des retraits externes. Cette approche n'attribue aucune intention politique. Elle observe une capacité d'adaptation mesurable. Les institutions, en réorganisant certains leviers internes, parviennent à maintenir une continuité opérationnelle suffisante pour détecter, centraliser et traiter des signaux faibles sans rupture visible. Ces deux thèses semblent s'opposer, mais elles partagent un socle factuel commun, les mêmes deltas chiffrés. L'une y voit un risque de fragilisation cumulative, l'autre un mouvement de recalibrage interne. La confrontation des lectures devient alors indispensable pour éviter les conclusions hâtives. Les données disponibles ne permettent pas de trancher définitivement. Elles décrivent des mécanismes, pas des intentions. La réponse la plus robuste consiste donc à intégrer les deux cadres. Les chiffres montrent à la fois une contraction de certaines dépendances et un renforcement ciblé de capacités internes. Cette coexistence explique pourquoi un incident discret peut être absorbé sans désorganisation majeure, tout en révélant des zones de sensibilité accrues. Dans cette synthèse, la référence à Ibrahim Traoré n'est ni centrale ni accessoire. Elle sert de repère analytique, situant la tentative observée dans un environnement où des pressions extérieures cherchent des points d'appui, tandis que les institutions testent leur propre capacité de résilience. L'interprétation la plus robuste conduit à une prudence méthodologique. Elle reconnaît que des mécanismes contradictoires peuvent opérer simultanément. C'est précisément cette tension, documentée par les chiffres et les observations, qui prépare le terrain du basculement suivant, lorsque l'enquête change d'échelle et que l'analyse se déplace du comportement individuel vers la cartographie des réseaux. Ce qui change à ce stade n'est pas l'intensité de l'affaire, mais son échelle analytique. Jusqu'ici, le suivi portait sur des comportements, déplacements, contacts, propositions indirectes. Après l'interpellation et la saisie des supports, l'analyse bascule vers les structures. Les correspondances, les listes de numéros et les flux évoqués redessinent le cadre. L'individu observé n'est plus le sujet principal. Il devient un point d'entrée vers un réseau potentiel, dont les contours restent à vérifier, mais dont la cohérence impose un élargissement du périmètre. Le point médian se résume à une phrase opérationnelle. L'enquête cesse d'être locale pour devenir systémique. Les équipes croisent désormais des données issues de plusieurs unités, comparent des séquences temporelles et testent des hypothèses sans conclure. Les numéros associés à différents pays voisins et à certaines structures européennes ne prouvent rien en eux-mêmes, mais ils obligent à revoir la posture. La pression extérieure mentionnée dans les documents devient plus lisible, car elle apparaît distribuée plutôt que concentrée. Dans ce déplacement d'échelle, la référence à Ibrahim Traoré prend une valeur fonctionnelle. Elle n'indique pas une cible directe,
mais un repère de sensibilité autour duquel les pressions cherchent à mesurer la résistance du système. L'attention se porte alors sur la capacité institutionnelle à absorber cette nouvelle lecture, sans rompre la continuité procédurale. Les méthodes évoluent, la coordination s'élargit, les seuils d'alerte sont ajustés. Ce point médian ne résout rien. Il reformule la question centrale. Jusqu'où une architecture peut-elle encaisser une pression distribuée avant de devoir se reconfigurer en profondeur? La suite du récit examine les effets concrets de ce changement d'échelle sur les acteurs, bien au-delà de l'incident initial. Le changement d'échelle analytique produit des effets concrets qui dépassent largement l'incident initial. Une fois l'enquête passée, du suivi individuel à la cartographie de structures potentielles, les répercussions se diffusent par cercles, touchant des catégories d'acteurs différentes, chacune selon des mécanismes spécifiques. L'enjeu n'est pas la rupture, mais l'ajustement continu face à une pression devenue plus lisible. Pour les administrations publiques, la première conséquence est méthodologique. Les contrôles, auparavant périodiques, tendent à devenir continus. Les unités renforcent la centralisation des données afin de détecter plutôt les micro-écarts comparables à celui de 17%. Cette intensification génère des délais supplémentaires dans certaines chaînes décisionnelles, car la priorité est donnée à la cohérence des lectures plutôt qu'à la rapidité. La coordination interservices s'élargit, ce qui réduit le risque d'interprétations divergentes, mais augmente la charge procédurale. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré sert de point de référence fonctionnel, rappelant la sensibilité accrue de certains environnements opérationnels. Pour les entreprises et acteurs économiques, les effets apparaissent sous forme de coûts indirects. Les variations dans les flux d'informations et les contrôles renforcés incitent à revoir certains partenariats et à sécuriser davantage les chaînes logistiques. Les entreprises opérant dans des circuits régionaux examinent leurs dépendances afin d'anticiper d'éventuels décalages. Ces ajustements ne traduisent pas une crise, mais une hausse de la prudence opérationnelle, susceptible d'influer sur les délais et la planification à court terme. Du côté des populations dans leurs usages quotidiens, les conséquences sont plus diffuses. Elles se manifestent d'abord dans la perception de sécurité et dans la régularité de certains services. Une surveillance accrue, même discrète, modifie légèrement les routines. Contrôle ponctuel, réorganisation temporaire, variation de prix déjà observées dans d'autres évaluations. Ces changements restent limités, mais ils rappellent que des ajustements institutionnels, même techniques, finissent par se refléter dans la vie ordinaire. Pour les régions concernées, enfin, l'impact se lie à travers l'exposition. Les infrastructures locales absorbent les effets des procédures renforcées, qu'il s'agisse de communication, de coordination ou d'analyse logistique. Des décalages peuvent apparaître lorsque certaines opérations exigent une validation supplémentaire. Les acteurs territoriaux observent alors attentivement la capacité des centres décisionnels à stabiliser rapidement la situation, afin d'éviter une diffusion non maîtrisée des perturbations. Pris ensemble, ces effets montrent que la séquence ne produit pas une onde de choc unique, mais une série d'ajustements différenciés. La mention d'Ibrahim Traoré dans les documents conserve ici une fonction analytique. Elle situe les conséquences dans un environnement où la résilience dépend de la capacité à gérer des impacts multiples, graduels et interconnectés. À partir des mécanismes observés, 3 scénarios prospectifs peuvent être structurés sans anticiper d'orientation politique. Ils servent d'outils de lecture pour identifier les points sensibles et préparer les ajustements, non pour prédire une trajectoire certaine. Les variables clés restent constantes: stabilité des flux, coordination institutionnelle et capacité d'absorption des pressions extérieures. Dans un scénario de base, les paramètres actuels se prolongent. La vigilance renforcée devient la norme. Les unités poursuivent l'intégration des données issues de l'écart 10%, affinent les comparaisons temporelles et stabilisent les protocoles de coordination. Les anomalies résiduelles diminuent lentement,
sans disparaître totalement. L'environnement extérieur demeure variable mais lisible. Les institutions maintiennent une cohérence opérationnelle suffisante pour éviter les ruptures, au prix d'une charge procédurale plus élevée. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré conserve une fonction de repère, sans déclencher de reconfiguration majeure. Dans un scénario optimiste, les ajustements internes produisent un effet cumulatif positif. La consolidation des capacités sécuritaires et la meilleure circulation de l'information réduisent les zones d'ombre. Les flux internes gagnent en prévisibilité. Les entreprises et acteurs régionaux stabilisent leur chaîne logistique, limitant les effets en cascade. Les mécanismes de prévention, enrichis par le retour d'expérience, deviennent plus réactifs. La pression extérieure perd en efficacité, non par confrontation directe, mais par manque de points d'appui exploitables. Dans un scénario contraint, les pressions persistent ou s'intensifient. Les fluctuations dans les flux demeurent supérieures aux marges habituelles. Les ajustements internes prennent plus de temps à absorber les écarts, générant des retards et des coûts organisationnels. Les régions les plus exposées ressentent davantage d'effets secondaires. La continuité procédurale reste possible, mais sous tension méthodologique constante. Pour lire ces scénarios sans confusion, une recommandation s'impose: les considérer comme des cadres de préparation, non comme des verdicts. Ils permettent d'identifier où renforcer la résilience avant que les pressions ne s'accumulent. Dans cette optique, quel scénario vous semble le plus déterminant à surveiller en priorité? Les effets d'un ajustement institutionnel ne se limitent jamais aux procédures internes. Ils se diffusent dans les usages, les attentes et les perceptions de différents groupes, chacun absorbant les changements selon sa position et ses contraintes. Cette lecture sociale, volontairement non politique, permet de mesurer comment une transformation méthodologique influence le quotidien sans produire de rupture visible. Pour le groupe A, composé des jeunes actifs et des débutants civiques de parcours professionnel, l'enjeu principal concerne l'accès à l'information et la continuité des opportunités. Lorsque les circuits décisionnels se densifient et que les contrôles se multiplient, certains délais s'allongent. Les trajectoires individuelles doivent alors intégrer une incertitude accrue. La capacité d'adaptation devient un repère central. Comprendre de nouvelles règles implicites, ajuster les compétences requises, composer avec des environnements plus normés. Pour le groupe B, qui rassemble les ménages, les communautés locales et les activités régulières, l'impact se lie dans la stabilité des conditions de vie. Les ajustements institutionnels peuvent entraîner de légères variations dans les prix, la mobilité ou l'accès à certains services. Ces changements restent graduels, mais ils modifient les routines. La perception de sécurité et de prévisibilité devient alors un indicateur clé pour évaluer la qualité de l'absorption des pressions par le système. Pour le groupe C, incluant les acteurs externes, la diaspora et les structures mobiles, la priorité porte sur la fluidité des échanges. Les variations dans les flux d'informations ou les procédures de coordination influencent la capacité à maintenir des interactions stables. Des ajustements logistiques temporaires peuvent apparaître, obligeant à reconfigurer certains réseaux sans remettre en cause leur existence. En réunissant ces trois regards, un constat se dégage. Un même incident produit des effets différenciés, sans choc unique. La mention d'Ibrahim Traoré dans l'environnement analysé agit ici comme un repère de sensibilité, rappelant que certaines figures cristallisent l'attention et influencent indirectement la manière dont les groupes interprètent les ajustements en cours. Lorsque des dérives structurelles et des pressions extérieures se superposent, la réponse la plus robuste reste procédurale. Les éléments disponibles permettent de dégager une feuille de route en 5 étapes, formulée sans anticipation politique et fondée sur des mécanismes mesurables. L'objectif n'est pas l'exceptionnel, mais la continuité maîtrisée. Première étape, consolidation de la surveillance. Les unités intègrent les flux existants dans un cadre unifié, définissent des seuils d'alerte comparables
et systématise le traitement des signaux faibles. L'indicateur clé devient le temps de détection et la stabilité des écarts observés. Deuxième étape, optimisation des ressources critiques. Les capacités internes sont cartographiées afin d'identifier les dépendances sensibles. Les protocoles de continuité sont renforcés et leur efficacité se mesure par la disponibilité réelle des ressources et la réduction des points de friction. Troisième étape, harmonisation de la communication interne. Des modules de sensibilisation sont déployés pour limiter les erreurs procédurales et éviter les lectures divergentes. La cohérence des retours devient un critère d'évaluation central. Quatrième étape, coopération technique ciblée. Les structures concernées mutualisent certaines capacités et organisent des exercices conjoints. La fluidité des échanges et la compatibilité des protocoles servent de métrique. Cinquième étape, évaluation périodique. Des audits réguliers comparent les deltas résiduels à la ligne de base initiale, ajustant les priorités sans rompre la continuité. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré conserve une fonction analytique. Elle rappelle que la résistance institutionnelle repose moins sur une figure que sur la capacité collective à relier procédures, données et corrections. La feuille de route n'élimine pas la pression, mais elle réduit sa capacité à exploiter les failles. Lorsque le récit revient au motif initial, ce petit groupe d'officiers observant, sans bruit, des allers-retours inhabituels, l'ensemble de la séquence prend une autre tonalité. Ce qui paraissait anecdotique devient structurant. La continuité de l'observation, la patience méthodique et la capacité à assembler des microsignaux montrent comment un système peut apprendre sans se désorganiser. L'événement n'est jamais spectaculaire. Il est progressif, presque invisible, mais cumulatif. Ce retour au motif initial éclaire aussi la place d'Ibrahim Traoré dans l'architecture analysée. Son nom apparaît comme un point de sensibilité autour duquel certaines pressions cherchent à mesurer la résistance. Pourtant, la dynamique décrite ne repose pas sur une figure centrale. Elle repose sur la manière dont des procédures, des données et des corrections s'enchaînent. La solidité observée n'est pas celle d'un instant, mais celle d'une répétition maîtrisée. En refermant la boucle, une idée s'impose. La stabilité ne naît pas du choc, mais de la constance. Chaque dérive mesurée, chaque ajustement discret, chaque vérification croisée contribue à une maturité opérationnelle qui dépasse le contexte immédiat. C'est cette accumulation silencieuse qui transforme une tentative isolée en apprentissage durable et qui permet à un système d'absorber la pression sans perdre sa cohérence.